Je vais vous parler aujourd'hui de confiance, d'innovation Jugaad et de synchronicité. Je m'appelle Fanny Walter, j'ai vécu 5 ans en Inde et donc je souhaite témoigner et vous apporter mes retours d'expérience en mixant cette approche d'Orient et d'Occident. Et je m'inspire beaucoup d'une phrase. En Inde, on dit « everything is possible ». Et donc ici, je fais référence souvent à la phrase de Mark Twain. Ils ne savaient pas que c'était impossible, alors ils l'ont fait. Donc merci aux sponsors. Alors tout d'abord, pour favoriser l'innovation sur vos projets, c'est important d'instaurer une ambiance de confiance. Et je suis venue à cette réflexion par l'interculturel. Effectivement, en arrivant en Inde, je me suis aperçue, en ayant une formation très rationaliste d'ingénieur, j'étais également dans l'informatique, je pensais qu'il n'y avait qu'une vérité. Et en arrivant en Inde, je me suis aperçue qu'en fait, il fonctionnait complètement différemment de moi. Et donc, ça m'a obligée à me remettre un petit peu en question et à me dire comment en fait les autres fonctionnent, quelles sont leurs valeurs, quelle est leur réalité, quelles sont leurs croyances. Et par effet miroir, et bien du coup, ça m'a permis de prendre conscience en fait de ma propre réalité, de mon propre modèle du monde. Et donc quelque part, ça a travaillé également sur améliorer ma confiance en moi, améliorer avec l'autre cette relation de confiance, en étant dans une ambiance du coup de relation avec plus d'ouverture, de tolérance, de curiosité, de respect, et par extension d'aller vers un environnement de confiance qui permet ensuite l'innovation. Alors pourquoi j'ai voulu parler d'innovation Jugaad aux agilistes et au domaine agile? Donc effectivement, avant de partir en Inde, j'ai travaillé dans les sociétés de services en informatique. Et sinon, mon rêve, c'est que l'innovation Jugaad a été conceptualisée par un franco-indien qui s'appelle Navi Raju. Et il sensibilise, il conceptualise donc des principes pour le rendre accessible aux Occidentaux. Et il donne beaucoup de conférences aux patrons des sociétés internationales. Et donc je me suis dit, voilà, il y a toute une sensibilisation qui est faite au niveau des patrons. Il y a avec le monde agile une sensibilisation qui est faite au niveau des équipes informatiques. Et donc, est-ce qu'on ne pourrait pas faire un pont entre les deux et quelque part transformer toute l'entreprise vers donc soit une entreprise libérée, donc aller vers plus de management par la confiance dans toute l'entreprise, donc travailler plus sur le pourquoi et non le comment, et aller vers quelque part plus une impression de bonheur au travail. Alors, rentrons un petit peu dans le détail de l'innovation Jugaad. Donc, Jugaad veut dire débrouillardise en hindi. C'est vraiment la façon de vivre à l'indienne. Parfois, j'ai des amis indiens qui me disent « Mais Fanny, tous ces principes, il n'y a rien de nouveau. En fait, on vit comme ça, c'est tout. » Donc, c'est juste une façon de présenter et du coup, ça permet de se poser des questions de façon un peu plus consciente. Donc le premier principe, c'est transformer toute adversité en opportunité. Donc quelque part, c'est du bon sens, c'est lié aussi à toute la mouvance de la psychologie positive. Donc toutes les photos que vous voyez sont aussi ramenées de mes voyages en Inde. Donc là, vous voyez Old Delhi, donc c'est la foire. En Inde, on a également, c'est la deuxième population mondiale, donc 1,3 milliard d'habitants. Et en fait, de cette adversité d'un nombre énorme, ils en ont tiré la possibilité d'organiser des événements très nombreux. Donc par exemple, ils sont capables d'organiser la Kumbh Mela, qui est un événement religieux qui accueille des centaines de millions de personnes. Donc j'ai assisté à la première journée, il y avait 14 millions de personnes, et des bordures du Gange où c'est seulement du sable, ils sont capables pour 2 mois d'organiser des campements pour accueillir des millions de personnes, de quoi nourrir tout le monde, des zones de réflexion, des zones où les gens peuvent se purifier, etc.
Donc ils sont vraiment capables d'organiser des événements à très nombreux. Donc là, sur vos projets, la question c'est de prendre conscience à quelles sont vos difficultés, quelles sont vos contraintes, vos adversités. Et une fois que vous avez bien pris conscience de toutes ces difficultés, de vous dire qu'est-ce que je peux en faire, comment je peux transformer ces contraintes en opportunités. Ensuite, le principe suivant, c'est faire plus avec moins. Donc là, derrière, on va retrouver, l'autre terme employé, c'est aussi l'innovation frugale. On va retrouver toute la tendance de l'intelligence collective, du partage, de l'économie circulaire. Donc les déchets des uns sont les ressources des autres. Pour vous prendre un exemple, c'est aussi prendre conscience de tous vos talents et oser les utiliser sur vos projets. Donc par exemple, en Inde, j'étais sur un plateau et je devais accompagner des chefs de projet indiens et les responsables qualité. Et de l'autre côté, j'avais des équipes allemandes et françaises. Et en fait, je me suis aperçue sur les réunions projet que parfois, ils passaient des heures à discuter, parfois pour dire la même chose. Et au contraire, parfois, les Allemands voulaient imposer leur façon de faire et les Indiens allaient faire à leur tête, à leur propre façon. Et donc, du coup, on n'allait pas aboutir à des choses très constructives. Et donc, vu mon savoir-faire en management interculturel, j'ai monté une formation de management interculturel en utilisant mes talents sans que personne me demande. Et donc, j'ai osé utiliser mes talents, et les proposer. Donc, c'est vraiment vous dire sur vos projets, prendre vraiment conscience du partage que vous pouvez avoir et d'oser faire des choses même si on ne vous le demande pas. Ensuite, on retrouve beaucoup ça dans l'agilité aussi, c'est penser et agir de manière flexible. Donc en Inde, il y a sans arrêt des contraintes, des coupures d'électricité, des coupures d'internet, d'eau, de voies routières. Donc le jour où vous avez une coupure d'électricité ou d'internet, c'est vous dire comment je peux utiliser ma journée au mieux, qu'est-ce que je vais faire, avec qui je vais discuter, comment je vais réagir dans ce monde en mouvement. Et donc, c'est pareil sur vos projets en perpétuel mouvement. Et on voit aussi les clients parfois ne savent pas exactement ce qu'ils veulent, ou leurs idées, leurs besoins évoluent au fur et à mesure du possible. Le principe suivant, c'est vivre la simplicité. Donc on retrouve ça aussi dans le monde agile. Dernièrement, j'étais en visite chez un ami et je me suis dit, tiens, ça fait très longtemps que je n'ai pas regardé la télévision. Il y avait 3 télécommandes et en fait, j'ai été incapable d'allumer la télévision. Donc, les ingénieurs français sont très très forts techniquement et parfois, ils cherchent ou ils proposent des solutions par pure joie technique, mais sans se poser la question derrière, quel est l'utilisateur et de quoi a-t-il vraiment besoin? Donc c'est avoir sans arrêt en tête la finalité du produit, pour qui c'est fait, et voir est-ce qu'on peut faire plus simple. Un autre exemple, quand j'étais donc en Inde, il y a un très beau projet qui a fonctionné, et le patron français arrive et dit au directeur de projet indien, j'aimerais ce projet pour l'Europe. Et le patron, donc le directeur de projet indien, il vient me voir après. Il me dit, Fanny, ce que demande le CTO français, en fait, c'est pas possible. Tu verras, dans un an, on y sera encore. Et donc, en fait, je me dis, pourquoi? Et en fait, c'était justement par rapport à ce principe de la simplicité. En Inde, ils avaient pensé à l'utilisateur et se dire, les grandes fonctionnalités utilisées, ce sont, mettons, c'était pour... au niveau des cartes SIM, donc c'est appeler, envoyer des SMS et toutes les fonctionnalités suivantes, on ne va pas chercher une grande fiabilité des fonctionnalités. Donc si ça plante, c'est pas très grave pour l'utilisateur, vu que peut-être seulement 1% des utilisateurs vont l'utiliser, et ils sont habitués à cette flexibilité. Donc il vaut mieux un produit moins cher et ne pas faire le summum. Par contre, pour l'Europe, les critères de fiabilité vont être très élevés, et donc du coup, de repartir du projet indien pour l'adapter à l'Europe, en fait, c'était trop compliqué.
Il valait mieux repartir vraiment de zéro. Et effectivement, un an après, comme ils avaient suivi la directive du chef français pour ne pas contredire et respecter la hiérarchie, eh ben, le projet en était toujours là. Donc c'est toujours avoir voilà, cette idée de simplicité, de réel besoin des utilisateurs. Ensuite, un principe qui est un petit peu original par rapport à notre approche occidentale, c'est intégrer les exclus. Donc en Inde, effectivement, il y a une population défavorisée, sous le seuil de la pauvreté. Donc par exemple, ils ont inventé des échantillons de shampoing à 1 roupie. Donc c'est par rapport à certaines tranches de population, qu'est-ce que je peux faire comme produit pour leur répondre? Et dans notre cas, en fait, en Occident, c'est sur mon projet, est-ce qu'il y aurait une population qui exclut? Par exemple, s'il y a des managers, des assistantes, est-ce que j'intègre bien le rôle de l'assistante? Est-ce que en intégrant dans mon équipe une assistante, ça pourrait me permettre d'avoir un point de vue différent? J'ai aussi la chance de travailler avec des personnes porteurs de handicap en fauteuil roulant. Et donc, quand vous passez une journée avec eux, vous prenez conscience de toutes leurs contraintes, toutes leurs difficultés. Et du coup, ça vous aide aussi, par exemple pour les entreprises de domotique ou robotique, à avoir plein d'idées. Et en fait, ces idées peuvent être utilisées pour le reste de la population après. Donc voilà cette question. Et là, vous avez en l'occurrence le champion de la moustache du Rajasthan et de l'Inde. Le principe suivant, qui est vraiment donc l'approche indienne, ils vivent dans l'instant présent, ils sont connectés à leur cœur, ils sont dans leur intuition. Et en fait, parfois en France, on est vraiment dans le respect des procédures, respect des règles, et on en oublie notre bon sens. Donc c'est oser se dire, mon bon sens, mon intuition me dit que ça serait intéressant de faire ça, même si les règles, les procédures me disent de faire autre chose. Une fois, j'avais un directeur de région qui me dit, effectivement, sur ce projet franco-marocain, là, nous avons une grande tension et des grandes difficultés. Le bon sens me dit, dès le lendemain, en fait, d'envoyer le chef de projet français au Maroc. Mais par contre, les procédures me disent qu'il faut que je remplisse une fiche, qu'il y a toute une série de réunions, et peut-être dans un mois, j'aurai la réponse. Et en fait, d'ici là, forcément, il y aura eu d'autres actions menées pour résoudre la difficulté. Donc, il n'a pas voulu prendre le risque pour respecter les procédures, pour rester dans ce management de la peur, et non le management de la confiance, et oser faire ce qui est important pour vous et ce qui a du sens. Ce qui veut dire derrière être clair sur la mission de l'entreprise et sur les valeurs. Et si votre intuition est en cohérence avec cette mission et ces valeurs, à ce moment-là, vous pouvez faire remonter que les procédures sont mal adaptées et oser suivre votre intuition. Alors après, on est dans le monde agile, vous aimez bien les jeux, les agile games, et donc j'aime bien relever aussi ce principe qui est mettre du fun et faire vivre son enfant intérieur. On passe du temps au travail, donc l'idée c'est prenons plaisir dans tout le temps qu'on passe dans notre journée. Et quand vous allez sur un plateau indien, parfois vous pouvez avoir 10 ingénieurs autour d'un poste de travail et vous pouvez entendre des rires. Alors le patron français vient me voir et me dit « Fanny, qu'est-ce que tu en penses? Est-ce que c'est normal ?» Donc c'est juste, du coup, se remettre en question, et se dire ils ont une autre façon de fonctionner. Quand on regarde de plus près ce groupe de 10 ingénieurs autour du poste de travail, effectivement, il y a une bonne ambiance, mais certains sont juniors et donc ils sont en train d'apprendre via les autres. Il y a des experts qui passent leurs connaissances, et puis il y a ceux qui sont dans leurs problématiques, avec leurs bugs, et grâce à tout ce groupe et cette intelligence collective, ils vont trouver les meilleures solutions. Donc c'est vraiment une autre approche, et même dans les milieux défavorisés, on a cette joie.
Et un autre exemple, c'est quand j'étais dans la Silicon Valley pour questionner sur les réussites par rapport à l'innovation et le management. Quand il n'avait qu'un mot à me répondre, quand il n'avait pas le temps de me répondre, il me donnait un seul mot, c'était le mot fun. Donc là, je me suis dit, voilà, c'est important, et profitons aussi de cette approche. Alors, une fois qu'on a cette innovation Jougad, cette approche, et puis cette ambiance de confiance, l'idée c'est de voir comment mixer cette approche donc, de l'Orient et de l'Occident. Donc qu'est-ce que nous apporte l'Occident? C'est effectivement cette vision, cette définition des objectifs, nos missions, etc. Et quand on a l'Orient, et en particulier donc en Inde, c'est vraiment, on vit le moment présent. Il y a énormément d'opportunités qui se présentent, il y a des signes, et donc c'est voir, en ayant en tête notre intention, notre objectif, capter toutes les opportunités qui se présentent à nous. Et quand vous allez du coup vers cette dynamique, donc ça veut dire dans votre planning de la journée, gardez-vous des plages horaires vides. Ne planifiez pas vos 8 heures par jour, mais gardez-vous des plages vides pour pouvoir accueillir ces opportunités. Et donc vous allez avoir vers plus de synchronicité, d'efficacité, et puis quelque part un certain épanouissement et une impression de facilité et une impression de bonheur au travail. Et donc là, cette fillette, c'était à la fois une ligne blanche qu'elle suit, donc cette vision, et en même temps toutes les opportunités qui se présentent sur le côté. Si vous voulez en savoir plus sur l'innovation Jougad, il y a Rupture douce, qui est un recueil du monde des agilistes. Donc j'ai écrit un chapitre sur l'innovation Jougad. Vous avez effectivement le livre de Navi Raju, et puis des vidéos assez amusantes sur Internet. Et je passerai ces slides aux équipes de l'organisation Agile si vous le désirez. Et dernière information, effectivement, par rapport à toute cette réflexion sur la confiance, la communication, je sors un livre cette semaine qui est préfacé par Laurence Vanet, qui est la Chief Happiness Officer de Belgique, donc qui a libéré de la peur le ministère de la Santé belge, et postfacé par Mathieu Ricard, qui est dans la mouvance donc, de la méditation. Et c'est pour ça que je vous ai fait aussi expérimenter 2 minutes de méditation en début d'atelier. Voilà, je vous remercie et je vous propose de répondre à quelques questions. Bonjour, merci Fanny pour cette belle présentation. Donc juste pour être sûr que j'ai bien compris, donc l'innovation Jougad ou Jougad, je ne sais pas comment on dit, c'est l'ensemble des principes que tu as présentés là. C'est effectivement, tel que défini par Navi Raju, les 6 premiers principes. Après, moi, j'aime bien rajouter le fun et le rire. D'accord. Et comme c'est en Inde, est-ce qu'il y a un fondement ou une filiation avec l'hindouisme ou le bouddhisme, ou c'est vraiment plutôt juste des principes? En fait, c'est vraiment le bon sens. Et quelque part, ça pourrait être proche de notre système D. La différence, c'est qu'il y a des enseignants-chercheurs à École de Management de Grenoble qui travaillent depuis 20 ans sur le bricolage. Donc les Français sont très très forts en bricolage, mais sauf que ça n'a pas passé la barrière, ça n'est pas rentré dans l'entreprise. Donc là, ce qui est intéressant par rapport à l'innovation Jougad, c'est que Navi Raju, et donc je propose aussi un atelier de 2 jours spécifique de mise en pratique par rapport à l'approche entreprise. C'est de le rentrer dans le domaine de l'entreprise. Oui, bonjour. Je travaille beaucoup avec les Indiens et j'ai plutôt l'impression que c'est notre culture qui prend sur la leur et on travaille comme des fous. Ils prennent notre mode de vie sans prendre le temps. Et j'ai l'impression qu'on est plus dans l'exploitation que eux apportent leur culture vers chez nous.
Donc effectivement, c'est une difficulté, hein, les différences culturelles. Pour moi, c'est vraiment arriver à créer cette ambiance de réciprocité. Et c'est vrai que certains Indiens, par exemple, leurs parents étaient sans chaussures. Donc du coup, ils ont un idéal matériel. Ils ont parfois rien que manger est en fait important. Et une fois, un patron indien vient me voir et me dit: Fanny, j'ai un gros problème. Voilà, j'ai commencé à faire du sport, du yoga, et en fait, je commence à perdre du poids et je n'ai plus assez de ventre pour paraître un patron. Donc voilà, il y a quand même cette culture par rapport au matérialisme et certains rêvent d'atteindre, d'avoir une belle télévision, une belle voiture, etc. Mais par contre, si on arrive à leur mettre dans cette ambiance de partage, ils ont vraiment un partage à amener. Et typiquement, le 11 avril dernier, Modi, qui est le Premier ministre indien, a rappelé que, effectivement, l'Occident avait beaucoup à amener à l'Inde, mais en même temps, l'Inde était là aussi pour partager sa spiritualité, avoir un rôle très actif sur plus de paix dans le monde. Et donc, de travailler avec les Indiens, si on arrive à avoir cette ambiance-là, ça permet de nous challenger au niveau innovation, parce que du coup, ça nous force à continuer à innover. Et en même temps, si on est dans cette écoute, d'un point de vue humain, on peut recevoir énormément. Mais effectivement, il y a mettre à l'aise et rappeler parfois aux Indiens aussi toute la puissance et puis voilà, le yoga c'est 3000 ans et tous ces passés qu'ils ont qui n'ont pas à avoir honte. Bonjour, juste une petite question, est-ce que vous arrivez vraiment à mettre en place cette méthodologie dans des grandes entreprises? Parce que, je suis désolé, je ne veux pas être rabat-joie, mais j'ai l'impression que c'est un petit peu le monde des bisounours. Donc j'arrive pas en fait à voir comment une grande société en fait pourrait appliquer cette méthodologie. Il y a aussi une deuxième chose, tout à l'heure vous avez parlé de la simplicité et des utilisateurs en fait on est aussi dans un monde où, je pense en Europe, les utilisateurs aussi, ils sont très exigeants. Donc du coup, on est obligé d'être irréprochable. Exigeant, mais être exigeant par rapport à leurs besoins et ne pas faire de la surqualité, pas proposer des choses dont ils n'ont pas besoin. Oui, mais du coup, c'est adapter le rapport qualité-prix en fait. C'est à chaque fois se poser des questions. Se poser des questions pour vraiment répondre au plus juste. Parce qu'en fait, les besoins, ils diffèrent en fait d'un utilisateur à un autre. Donc, à un moment donné, comment on va faire pour ne pas atteindre les 100%? C'est pas possible. Non, c'est pas possible. On ne vise pas le 100% en fait. Effectivement. Après, il peut y avoir plusieurs produits. Après, c'est une réflexion à avoir en fait. C'est une vraie réflexion à avoir en se disant, voilà, ne pas faire de la surqualité ou de la technique pour la technique. Sinon, je reviens aussi à ma première question. Est-ce qu'il y a des grandes entreprises? Alors, la bonne nouvelle, c'est que oui. À part Google, qui fait du fun, effectivement. Mais... donc, je fais partie de l'association MOM21. Vous avez plein d'informations sur mom21.org qui promeut les entreprises libérées, les nouveaux styles de management. Et la transformation vers une entreprise qui va fonctionner plus sur le management par la confiance prend du temps. Une PME, ça peut prendre 3 ans. Une grande entreprise, ça peut prendre 10 ans. Donc, sachez que là, dernièrement, je suis intervenue chez Decathlon. J'ai assisté à une conférence chez Michelin. Donc, il y a chez Auchan. Donc, il y a plein d'entreprises qui commencent cette mouvance. Par contre, la grande difficulté, c'est... du coup, souvent, les employés sont déçus parce que si on leur dit, voilà, ça y est, je commence à libérer mon entreprise et à vouloir vous amener du bonheur, en fait, le bonheur est personnel. Et donc, du coup, les gens sont déçus. Les gens sont... J'avais rencontré, entre autres, un patron d'une start-up et il était en 2 ans, ils étaient déjà 120 personnes. Et dès le début, il a voulu se mettre dans cette dynamique. Et il l'a affiché en fait au début. Et du coup, forcément, ses employés étaient déçus parce qu'ils idéalisaient tellement que c'est un travail empirique de tous les jours. Mais donc, ça ne se fait pas du jour au lendemain.
mais il y a plein de choses qui se font. Soit ça part de la base des ouvriers, soit il y a un déclic du patron. Les déclics sont de différents types. Chez Decathlon, le patron a vécu 7 ans en Inde. Mais sinon, il peut y avoir des déclics de burn-out, des divorces, des décès d'un proche, etc., quoi.